Bonsoir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour le best-of de vos JT. Une semaine qui aura été marquée par l'annonce de nouvelles mesures en principauté pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Vous avez d'ailleurs pu suivre l'allocution du ministre d'État Pierre Dartout sur notre antenne. Cette semaine, nous avons également parlé économie, énergie renouvelable, transition énergétique ou encore solidarité internationale. Bref, 7 jours riches en informations. Voici le best-of de la semaine. Que j'ai vu au Liban m'a profondément touchée parce que je sais bien que depuis 30 ans, ce pays avait beaucoup de mal économiquement et qu'il y avait toujours une justification humanitaire à apporter à cette population libanaise. Mais là, ce n'est plus seulement de l'humanitaire, c'est une solidarité internationale qui est nécessaire parce que ces populations aujourd'hui, tout le cœur de Beyrouth a été détruit et de nombreuses familles qui n'étaient pas forcément des familles riches ou même la classe moyenne, aujourd'hui sont terriblement touchées. Le comité de commémoration Albert Ier est composé de différentes entités monégasques et de différentes entités extérieures aussi, qui toutes ont en commun de pouvoir participer à cette célébration du 100e anniversaire du décès du prince Albert Ier. Albert Ier avait fait beaucoup pour l'éducation en principauté de Monaco. Il croyait à la science, il croyait au savoir comme facteur d'émancipation de l'humanité. Par ailleurs, il avait fait venir à Monaco un professeur de philosophie, Armand Lunel, qui était aussi un écrivain. Il a eu le premier prix Renaudot pour son livre Niccolò Peccavi, qui porte sur l'affaire Dreyfus. Et Armand Lunel a formé la philosophie des générations entières de lycéens. Et donc, pour célébrer sa mémoire, la salle polyvalente porte désormais le nom de salle Armand Lunel. Pour couvrir 100% de nos besoins en électricité, nous avons aussi besoin de regarder les opportunités d'investissement et de développement à l'extérieur de la principauté et notamment chez notre voisin français. Notre priorité avant tout, c'est de développer nos propres énergies en principauté, mais nous savons, avec le cadastre solaire que nous avons lancé, que par exemple sur le solaire, nous ne pourrons pas couvrir l'intégralité de nos besoins si nous n'allons pas chercher des investissements au-delà de nos frontières, et c'est le but que s'est fixé Monaco Énergie Renouvelable. Le but de Monaco Énergie Renouvelable, avec cette couverture à 100% de nos besoins en électricité, c'est surtout non seulement de participer à la transition énergétique, mais c'est aussi à l'avenir de créer une indépendance tarifaire et énergétique. La plupart des récifs coralliens sont menacés parce que l'augmentation de température est globale. C'est des changements qu'on appelle globaux. Et même s'il y a certains récifs, certaines régions du globe qui arrivent à résister aux augmentations de température, peut-être que d'autres menaces sur ces régions altéreront les récifs coralliens. Plus de 500 millions de personnes dépendent des récifs coralliens, que ce soit pour le tourisme, bien sûr, mais aussi de la pêche et même de l'agriculture, car vous savez que les récifs coralliens sont des brise-houles, ils protègent les côtes des houles de la mer, et si cette barrière naturelle de récif disparaît, alors les terres seront inondées, et ces terres inondées ne seront plus cultivables. Alors tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est trading, tout ce qui est bancaire et financier, bien sûr, résiste très bien. Ce sont des secteurs qui sont en plus très très forts à Monaco. Donc on a de fortes résistances sectorielles, avec même des parts de marché gagnées, parce que quoi qu'il arrive et malgré la crise, l'image de Monaco reste toujours un atout majeur dans le monde. Ce qui a été fait par le gouvernement est de nature exceptionnelle et qui continue d'ailleurs, qui perdure. Alors bien sûr, est-ce que ça suffit ? L'économie n'est pas quelque chose de fixe. L'économie, c'est une vague. L'économie, c'est quelque chose sur lequel nous flottons tous, et c'est quelque chose sur lequel le gouvernement propose des bouées. Après, ces bouées suffiront-elles à tout le monde ? Probablement pas, mais en tout cas, ce qui nous semble et ce qui semble à nos entrepreneurs membres, c'est que le gouvernement fait réellement de son mieux. Ce qui est vrai, c'est que nous allons nous rapprocher de ce qui est notre bassin, je dirais, régional naturel, qui est la région des Alpes-Maritimes. Donc nous nous sommes d'ores et déjà fortement rapprochés de la Chambre de commerce Nice-Côte d'Azur, qui est valable évidemment pour toutes les Alpes-Maritimes. Nous sommes en train de resserrer nos liens régionaux. Au moins, cette crise de Covid aura servi à ça, à ce que nous gravions dans la pierre un véritable échange quotidien
avec nos homologues de la Chambre de commerce de Nice. Je suis toujours fier quand des athlètes monégasques ou des athlètes qui représentent la principauté, que ce soit notre équipe de foot ou nos athlètes au jeu, enfin, dans tous les sports. C'est vraiment incroyable quand on est présent sur la scène internationale sportive. Je suis vraiment fier et c'est le cas. Voilà, ça a été une longue aventure pour arriver jusque-là, mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je me sens excellent, très bien préparé et j'ai vraiment hâte d'y aller. Ça va être un soulagement de retrouver la mer, de laisser derrière nous toutes les années de préparation et de finalement être là en mer. C'était l'objectif le plus haut qu'on pouvait trouver. Donc, je trouvais ça intéressant quand on a commencé. Boris a toujours rêvé de faire cette course et ça paraissait tellement fou, tellement loin de là où on était à ce moment-là, en 2014, quand on a fait ce rêve ensemble. Et nous voilà aujourd'hui avec le drapeau du club qui va battre au vent fièrement au départ, le drapeau de Monaco, la principauté qui, je pense, est derrière nous. On a créé un kit éducatif, on a commencé avec plusieurs écoles, avec les écoles de Monaco, mais ensuite ça a grandi. On est maintenant, je crois, on a un kit en 8 langues avec des milliers d'élèves qui vont suivre. Un kit éducatif qui explique un petit peu où on va avec le bateau et quelles sont les problématiques les plus significatives du changement climatique et comment cela affecte la mer, les températures, l'acidification, la modification des courants et qui globalement vont affecter la planète entière. Les rencontres de la transition énergétique, elles ont pour but de rendre visibles les acteurs de la transition énergétique. Nombreux sont en marche, la dynamique elle est réelle, elle est concrète, les actions sont là, l'idée c'est de les faire connaître et donner envie aux autres d'agir. Investir aujourd'hui dans le cadre de la transition énergétique, c'est investir vert et les opportunités se multiplient. Depuis le Covid, les gestionnaires de MAM, Monaco Asset Management, nous disent que ces demandes ont été multipliées par 4. Donc on avait envie de le faire savoir et de donner envie à beaucoup d'autres d'agir durablement et de financer vert. Tous les bateaux qui sont à quai dans les ports de la principauté peuvent se plugger, peuvent être à l'électrique et donc ne pas utiliser leur groupe électrogène. Donc ça veut dire vraiment zéro pollution, zéro émission dans les ports de Monaco. En complémentarité avec le centre hospitalier Princesse Grace, qui est l'établissement de première intention, nous sommes en deuxième intention de l'hôpital Princesse Grace pour accueillir des patients Covid-19 ou suspects nécessitant des soins de notre domaine de compétences cardiologiques ou vasculaires. Nous avons consacré un service de 4 lits pour accueillir des patients suspects au Covid-19 et nous avons également en réanimation 2 postes, 2 box isolés qui nous permettent d'accueillir dans des conditions optimales des patients atteints de Covid-19. Alors le patient doit rentrer chez nous avec un test négatif. Si éventuellement il n'a pas pu le faire, on se charge de l'effectuer chez nous en le mettant dans une situation de protection. Aujourd'hui, nous connaissons presque tous quelqu'un qui a dû se mettre en quarantaine ou qui a été diagnostiqué positif au virus. Cela démontre très clairement que le virus circule activement. Je vous le concède. Cette présence active du virus est pénalisante. Elle peut aussi s'avérer décourageante pour certains d'entre nous, alors que depuis longtemps, nous multiplions les efforts et que nous subissons parfois des contraintes. Le gouvernement princier décide, à partir de ce samedi 24 octobre et jusqu'au 1er décembre prochain, un certain nombre de mesures, concernant d'abord les hôtels et restaurants. La fermeture des bars et des restaurants est fixée à 23h30. Une réservation au préalable dans les restaurants pour les services du soir sera exigée. Les tablés seront limités à 6 convives contre 10 aujourd'hui. Les consommations autour des tables hautes, dites manches debout, seront supprimées. Nous maintenons bien évidemment
des mesures de soutien comme le CTTR, chômage total temporaire renforcé, et les allègements de cotisations sociales. Ces mesures feront l'objet d'une évaluation permanente. Cette évaluation sera partagée avec l'ensemble des partenaires. Elle sera évoquée régulièrement avec le comité mixte, en liaison donc avec le Conseil national. Maintenons notre vigilance pour conserver une vie la plus normale possible. Je vous remercie. Le prince et son gouvernement savent qu'ils peuvent compter sur vous. Voilà pour ce rappel des mesures qui sont entrées en vigueur en fin de semaine en principauté. Les vidéos qui vont suivre vont nous permettre de sortir un peu de notre quotidien qui est devenu si particulier en quelques mois. Le best-of des réseaux sociaux est préparé par Laura Woodruff. She's a very freaky girl. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci à nos invités de la semaine et merci à vous de nous être toujours aussi fidèles. Lundi, vous avez rendez-vous avec Patricia Navarro aux commandes de votre JT. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain sur Monaco Info.